11 mai 2020, mesdames, messieurs, bonjour, c'est l'instant causerie. Depuis 2016, le gouvernement, à travers le ministère du numérique et de la digitalisation, des agences sectorielles œuvrent pour transformer le Bénin en la plateforme des services numériques de l'Afrique de l'Ouest. Ceci en vue de l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale à l'horizon 2021. Le secteur du numérique, quel acquis pour la transformation du Bénin? C'est le thème de cette causerie. C'est le thème de cette causerie. Mais avant, nous allons parler de la rentrée des cours qui démarre ce jour. J'ai ici dans ce plateau Abel Dako. Bonjour. Bonjour Isaac Agé, bonjour à tous les téléspectateurs. À côté, sinon en face de vous, Stanislas Samoa. Bonjour. Bonjour Isaac Agé, bonjour Abel Dako. Bonjour Stan. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà, je reste avec vous. La rentrée démarre ce jour avec un guide de bonnes pratiques à l'école publié par le ministère. Oui, il faut dire enfin, pourrait-on s'exclamer, parce que on ne va pas parler de 2 lunes, mais quand même la petite école s'est bien reposée pendant plus d'1 mois et demi déjà. Et aujourd'hui, c'est la reprise des activités académiques. Comme l'a prévu le gouvernement dans son conseil des ministres le mercredi dernier. Alors, il faut dire déjà que c'est un ouf de soulagement qui nous fait constater que l'année sera sauvée. C'est déjà un point positif. Parce que quand vous êtes parent et que vous investissez dans l'avenir de vos enfants et que au bout du rouleau, l'année n'est pas sauvée, ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est déjà un pas de fait. Alors, on va essayer d'observer tout au long de la journée comment est-ce que ça va se passer, parce que c'est comme une sorte de mini-vacances que les apprenants ont eu, et la reprise, c'est quand même renouer avec ses habitudes de l'école. Ce n'est forcément pas évident, surtout dans le contexte du coronavirus. Encore plus de difficultés, mais je crois qu'ils vont s'adapter. Alors, revenant à votre question, parlant de la fiche de bonne pratique, je pense que il fallait le faire parce que la situation s'y prête. C'est une situation assez exceptionnelle et il faut des mesures exceptionnelles. Entre autres, il y a beaucoup de directives, mais il y a que, on dit, faire transporter et déposer les différents cahiers pédagogiques par le responsable de classe ou son adjoint. Ça, c'est ce qui concerne déjà les enseignants. Donc, anciennement, on sait que les cahiers pédagogiques, on pouvait les déposer. En tout cas, le dépôt, il n'y avait pas de canevas fixe. On pouvait le faire comme on voulait. Mais ici, on dit faire transporter et déposer les différents cahiers pédagogiques par le responsable de classe ou son adjoint uniquement. Donc, quelqu'un d'autre ne peut le faire à part le responsable de classe ou son adjoint. On dit privilégier les stratégies de travail individuelles. Oui, parce que avec l'APC, voilà, avec l'approche par compétence, voilà, il y a que certaines, c'est beaucoup plus le travail d'ensemble, le travail de groupe. On laisse les apprenants eux-mêmes s'essayer. Après, on fait la plénière, mais on dit privilégier les stratégies de travail individuel. En troisième point, on dit éviter d'envoyer les apprenants au tableau. Justement. Alors, ça change les habitudes, parce qu'on sait que pour tous ceux qui ont été, qui ont mis pied une fois à l'école, on sait que il y a toujours la culture du tableau. À un moment donné, l'enseignant vous dit tel va au tableau, va me faire tel exercice, ou bien qui, pour répondre à telle question, va au tableau. Mais on dit ici qu'il faut éviter d'envoyer les apprenants au tableau. Donc, tout se fera au niveau de leur base assise, c'est-à-dire de leur table et banc, dans les cahiers, soit dans les cahiers d'activité ou dans les cahiers d'exercice. On dit ensuite éviter de circuler dans la classe. Justement. Alors, ça vient changer également aux choses, parce que vous savez que les enseignants font le tour pour voir comment est-ce que le travail évolue. Exactement, ils ont coutume de circuler entre les allées de la classe. Ils ont coutume aussi de circuler pour faire mieux passer leur message, parce qu'il y a des enfants au fond de la salle qui ne les percevaient pas forcément. Donc, on leur demande d'éviter de circuler. Donc, autant de règles à respecter. Je m'en arrête là pour le moment. Autant de règles à observer. Je crois que c'est bien pensé. On verra dans l'application ce qui en sera. Oui, Abel Dako, c'est votre domaine. Que pensez-vous de cette directive de lutte contre le Covid-19 à la rouverture des classes? Il faut dire que c'est un message à l'intention des inspecteurs pédagogiques et des délégués chefs d'établissement publics et privés. Donc, Isaac, je voudrais vous féliciter pour
le travail qui est fait parce que, vous voyez, déjà en amont de cette décision prise parce que c'est signé du cabinet du ministre de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique. Il faut dire, donc, je disais, il faut vous féliciter parce qu'en amont à cette décision, nous jetions déjà les bases ici sur ce plateau, même avec le nombre que nous faisons ici et avec les têtes que nous constituons la dernière fois. Et c'est la preuve donc que le télé est très bien suivi par les autorités parce que beaucoup de nos propositions sont prises en compte dans ce canevas qui est proposé aujourd'hui pour lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus au Bénin. Pour revenir donc à la préoccupation, je trouve que c'est des mesures qui cadrent très bien avec ce à quoi nous allons assister dès ce matin même, déjà dès 7 heures pour ceux qui sont rentrés déjà à partir donc de 7 heures ce matin. Il faut dire donc que c'est des mesures qui viennent rassurer aussi bien, enfin c'est des mesures qui doivent rassurer tous les usagers de l'école parce que hormis les points que vous avez évoqués tout à l'heure, il y a naturellement le système de lavage de mains, donc qui est une pratique désormais qui est ancrée dans nos habitudes. En ce qui concerne donc cette pratique-là, tous les établissements, enfin tous les directeurs en ce qui les concerne doivent prendre des mesures, doivent mettre en place le dispositif pour permettre aux apprenants donc de se laver les mains avant d'aller en classe et entre deux cours. Ils doivent le faire également pour lutter efficacement contre cette pandémie-là. Il faut rappeler que Stan l'a évoqué tout à l'heure, c'est évoqué en point 6, abaisser les masques pour parler aux apprenants. Ça concerne les enseignants. Ça concerne les enseignants et ça s'entend lorsque vous avez une classe parce que c'était la préoccupation de plus de plusieurs Béninois. Lorsque vous avez un effectif de 40 élèves par exemple, ou de 40 apprenants si vous voulez, l'enseignant, c'est le dispensateur du savoir, donc il est devant, il est en face donc de ces apprenants. Lui, il peut ôter son masque parce que pour la plupart des classes, il y a une distanciation plus ou moins d'1 mètre. Les apprenants sont assis et donc lui peut abaisser son masque et pour expliquer le cours parce que ce n'est pas toujours confortable, ce n'est pas toujours commode lorsque vous avez le masque de parler pour vous faire entendre convenablement parce que déjà lorsque vous n'avez pas le masque et vous n'avez pas une locution assez claire, vous ne vous faites pas comprendre, vous ne vous faites pas entendre, vous ne vous faites pas percevoir comme cela se doit. Donc l'enseignant doit abaisser son masque pour parler, s'adresser aux apprenants. Et lorsque un apprenant parmi ces candidats a une question, donc l'enseignant lui remet son masque, l'apprenant se lève, celui qui doit poser la question se lève et lui à son tour il baisse son masque pour poser sa question et aussitôt il le remet et l'enseignant à son tour le descend pour parler. Je pense que c'est Stan l'a dit tout à l'heure, c'est des faits qui vont désormais rentrer dans nos habitudes. Vous allez le constater parce que tout à l'heure vous allez descendre et faire le tour donc de ces écoles là pour voir comment est-ce que l'effectivité a été ou pas, etc. Donc vous verrez que beaucoup vont pouvoir déjà s'adapter à ce système là parce que pour la plupart il faut le notifier pour les parents qui ont quand même maintenu le rythme avec leurs apprenants à la maison. Toutes ces dispositions sont déjà pratiquées dans plusieurs maisons. Pour les enseignants, ceux qui dispensent les cours à domicile, c'est des mesures qui sont déjà appliquées. L'enfant a son masque, l'enseignant, et ils essaient donc de respecter cette distanciation-là, le lavage de mains ou l'usage de gel, etc. etc. Oui, c'est vrai que c'est plusieurs mesures en matière d'assainissement des salles de classe, des salles qui ont été utilisées pour garder ceux-là qui étaient en confinement. Ça doit être désinfecté, tout ça là. Tout est prévu. Oui, tout est prévu. Avant d'abonder dans ce sens, avant d'opiner là-dessus, je voudrais apporter un petit rectificatif parce que au point 7, il est dit que faire maintenir les masques des apprenants pendant leurs interventions. Ouais. Ça veut dire que les apprenants, le point 7, ça veut dire que les apprenants gardent leur masque pendant qu'ils interviennent, mais l'enseignant peut baisser son masque pendant qu'il parle aux apprenants. Alors, il faut dire que tout a été prévu parce que quand on regarde les mesures, c'est justement pour faire respecter les règles barrières. Vous savez qu'entre l'enseignant et la première rangée des élèves dans une salle de classe, il a dit, il y a un minimum d'1 mètre, 1,5 mètres. Donc si l'enseignant ne doit pas circuler, il reste là
je crois que oui, il a plus d'1,5 mètre de distance, donc il peut logiquement baisser son masque pour parler aux enfants. Et l'autre chose, c'est que nous avions déjà évoqué la question dans plusieurs échanges ici, où je m'interrogeais sur l'élocution de certains enseignants. Oui. Parce que quand vous avez votre masque, que vous parlez, il y a de ces apprenants qui ont d'abord du mal à vous entendre. Super. Alors que il faut que l'enfant puisse vous entendre avant maintenant de pouvoir chercher à comprendre. Parce qu'on peut entendre quelqu'un parler sans comprendre ce qu'il dit. Donc, il y a qu'au niveau de l'enseignement, cette mesure, moi, je trouve que ça vient régler plusieurs problèmes pour des enfants qui vous écoutaient sans pouvoir comprendre ce que vous dites. Maintenant, vous n'avez plus votre masque et vous parlez, ils vous comprennent. Alors, l'autre chose aussi, par rapport au dispositif, je pense que les chefs d'établissement, les responsables d'établissement ont déjà préparé ce jour parce qu'ils savaient déjà que le 11 mai, les classes allaient reprendre. Et donc d'autres, au cours du week-end, déjà sont allés faire le nettoyage et installer le dispositif. Maintenant, reste à faire respecter ce dispositif de lavage des mains par tous les usagers de l'école. Vous savez qu'à la reprise comme ça, les parents accompagnent les enfants, surtout en cette période spéciale, pour voir un peu comment ils vont redémarrer les cours, pour voir un peu si les enfants seront dans de bonnes conditions. Et donc, les enfants ne seront pas seuls, forcément accompagnés d'un parent direct ou indirect. Donc, il faudrait que tous ces usagers-là respecte le dispositif de lavage des mains. C'est très important. Il ne faut pas dire que bon, c'est mon enfant seul qui ira en classe, lui il peut se laver les mains, moi je suis là. Non, il faudrait que nous accompagnions, que chacun de nous fasse un effort dans ce sens. Et maintenant, il faudrait que, au sortir des classes également, les responsables d'établissement puissent faire respecter ces dispositions-là, parce que les enfants qui se sont lavés les mains et qui se sont introduits dans les salles de classe, justement après les cours, c'est tellement qu'ils ont eu à toucher des microbes ou des... Donc, il faut qu'au sortir des classes, ils puissent se laver les mains avant de rentrer chez eux. Il faudrait que cela devienne un réflexe. Ainsi, nous allons pouvoir contenir cette propagation. Alors, il y a un point qui m'intéresse rapidement. On dit en point 8, surveiller et favoriser l'expression des malaises éventuels et remettre les apprenants victimes à l'équipe de prise en charge. Surveiller et favoriser l'expression des malaises. C'est vrai, on l'avait abordé ici au cas où un enfant a du mal à respirer. Qu'on lui permette justement. Donc, comme on l'a dit ensemble, il y a que on nous écoute, parce que quand un enfant a du mal à respirer, surtout pour le CM2, on a de petits enfants aujourd'hui, 7-8 ans, même au CM2, quand il a du mal à respirer, il faut que l'enseignant puisse comprendre et dire, bon d'accord, baisse ton masque d'abord, respire un coup et après tu remets ça. Faudrait pas qu'au contraire l'enfant dit, oui, c'est le port obligatoire de masque, donc mets ton masque, si tu descends le masque, je vais te taper. Non, il faudrait comprendre cela. Et donc, encore que le châtiment est interdit. Voilà, encore que le châtiment est interdit. Donc, cette mesure vient à point nommé pour qu'on puisse faciliter la tâche et éviter les malaises au niveau des enfants. C'est assez important. Voilà. Ça, c'est vrai, c'est assez important. Il faut dire, il y a aussi, ça a été prévu, des démarches pour un peu canaliser la pause de 10 heures. Je veux parler de la récréation. C'est des organisations à l'interne, parce que hormis le point qui est abordé en ce qui concerne cette disposition, et c'est en cela que je voudrais notifier. Vous savez, il y a la loi, mais il y a également l'esprit de la loi, et c'est en tant qu'enseignant, en tant que pratiquant, que je le disais tout à l'heure, c'est pas par ignorance du point 8, ce qui est valable pour l'enseignant, qui dans le sens de son éloquence, pour que le récepteur puisse mieux le recevoir, l'est également pour les apprenants, parce que vous savez, il y a certains apprenants qui, lorsqu'ils s'expriment également, attention, l'apprenant qui s'exprime pose une préoccupation, laquelle préoccupation pourrait rendre service à tous ses camarades. Donc, par conséquent, il faut que les autres aussi puissent le recevoir assez distinctement pour pouvoir profiter des réponses qui seront apportées par soit ses camarades d'abord ou par l'enseignant. Ensuite, il faudrait que l'enseignant aussi puisse mieux le recevoir, et vous avez bien fait de nuancer. Vous pouvez m'entendre sans me comprendre. À partir de ce moment, la souplesse dans cette mesure-là, c'est que pour que l'apprenant s'exprime, il se lève,
Ah oui. Il peut ôter son masque, puisque les autres l'ont, il pose sa préoccupation, il peut s'asseoir de nouveau donc, et remettre son masque, etc. etc. Bien, mais par rapport à cette disposition-là, vous savez, les pauses sont organisées à telle enseigne que désormais, les établissements ont assez de marge de manœuvre, surtout pour les complexes, pour les complexes scolaires, parce que désormais, ils n'auront plus à gérer le flux de la classe de CI jusqu'en cours moyen 1. Voilà. À partir de ce moment, donc, ils ont suffisamment de marge de manœuvre pour pouvoir contenir les apprenants. Suffisamment d'espace aussi. Et c'est cela que j'appelle marge de manœuvre, parce que je ne voudrais pas nommer un collège ici. Pour ce qui est déjà mis en place, c'est que la récréation va être décalée. C'est-à-dire qu'il y aura le premier cycle qui va obtenir la pause déjà à partir de 10h moins 10 minutes et pourra terminer à 10h05, et le second cycle va descendre juste après pour pouvoir passer la pause, histoire donc de pouvoir distancier les candidats les apprenants les uns par rapport aux autres. Ça va être de même pour la classe de CM2 qui d'abord va pouvoir obtenir cette pause là déjà à partir de 9h30, etc. Donc le gouvernement va étudier tous les contours possibles pour pouvoir permettre aux usagers de l'école, en l'occurrence l'administration, les apprenants et autres, pour pouvoir être à l'abri donc de cette propagation-là, de cette pandémie de Covid-19. Oui, dernière intervention pour finir avec cette thématique, le temps de revenir à elle, justement. Oui. Pensez-vous que cette démarche et cette décision-là qui viennent compléter tout ce qui était fait rassure davantage parents, enseignants et toutes les personnes impliquées dans le système éducatif? Oui, à l'analyse de ces différentes mesures, de cette directive transversale pour les disciplines et les classes, je pense que ça vient rassurer. Et c'est dans l'optique de rassurer justement qu'il y a ces directives. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a toujours des détracteurs qui estiment que la rentrée a repris. Maintenant, qu'est-ce qui est fait? Quelles sont les consignes qui ont été données? Nous avons la réponse. Ouais. Il y a des consignes qui sont données tant aux apprenants qu'aux enseignants. Donc, il y a de quoi rassurer. Et ce qui rassure davantage, c'est au niveau des directives pour l'éducation physique et sportive, qu'on appelle EPS. Voilà. Le point 1, on parle de la suppression de la SA2 qui regroupe les activités de contact, à savoir le football, le handball, le volleyball, le basketball et course de relais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les disciplines sportives qui amenaient les enfants à se regrouper pour éviter la distanciation, on a supprimé cela. C'est carrément, c'est très important. Et on a privilégié maintenant l'utilisation individuelle du matériel de travail. Donc, j'estime que c'est des mesures qui viennent davantage rassurer et qui permettent aux parents également de savoir que voilà un peu les mesures qui sont prises. Ils pourront déposer leurs enfants à l'école à temps. Et déjà à midi ou à midi 30, selon l'heure de sortie, venir les récupérer, savoir que les enfants sont dans de bonnes conditions. Et au-delà de ça, on connaît maintenant la limite de la durée limite de cet intervalle qui démarre aujourd'hui. Oui. Parce qu'on sait que après eux, les apprenants du CI et du CME vont reprendre le 10 août prochain. Et donc, voilà, on sait que dès que ça a démarré maintenant, ce n'est pas indéfini. Ils vont finir pour laisser place à d'autres et les examens seront programmés au fur et à mesure. Donc, c'est autant de mesures qui, en somme, viennent rassurer les populations, les enseignants et nous-mêmes, acteurs en tout cas à divers niveaux, parce que même quand vous n'êtes pas enseignant, vous avez forcément un enfant direct ou indirect. Nous sommes tous des acteurs, même si nous sommes des acteurs passifs. Voilà, nous sommes tous des acteurs directement ou indirectement, et donc ça vient davantage nous rassurer de ce que l'école a repris. Il faut toujours continuer et pas observer les gestes barrières, parce que ce n'est pas la reprise de l'école qui vient mettre fin au respect des consignes, loin de là. Au contraire, ça devrait s'accentuer au vu du dépistage systématique qui a commencé et qui révèle de nouveaux cas. Voilà. Ok, oui. Je voudrais dire un mot à la suite de Stanislas, pardon, c'est amicalement que je l'appelle, quand on se retrouve entre nous. Je voudrais dire sérieusement que les parents ont toutes les raisons de croire en cette disposition qui sont prises par le ministère et son cabinet, et même sous la direction du chef de l'État, parce que cette situation est très bien suivie par le chef de l'État. Et rassurer donc les parents qu'ils ont l'obligation d'envoyer les enfants à l'école. On comprend leurs soucis, parce qu'il ne sert à rien d'investir
investir si un enfant s'il doit revenir à la maison avec une pandémie. Encore que aujourd'hui, lorsque on est contaminé de Covid, ce n'est pas la fin du monde. On peut en guérir. La belle preuve, tous les cas que nous avons connus, à l'exception de 2, le Bénin a toujours veillé à ce que les gens s'en sortent bien, etc., etc. Parce que ce qui va se passer, chers confrères, c'est que beaucoup de parents retiennent encore leurs enfants à la maison, et vous allez le remarquer tout à l'heure quand vous descendrez dans certains collèges pour faire le constat comme quoi ça ne servirait à rien, etc., etc. Mais un problème va se poser, non seulement pour l'administration, mais aussi et surtout pour les enseignants qui vont devoir évaluer ces apprenants-là, parce qu'il faut bien évidemment de notes pour faire valider l'année à ces enfants-là, et bien d'autres mesures, alors qu'il ne sert à rien que ces enfants restent à la maison, et ça va être difficile pour les enseignants donc de les évaluer pour les faire passer en année supérieure. Il faut que les Béninois croient donc en leur État. Il faut que les Béninois croient en leur ministère qui pense au bien-être donc de ces enfants-là qui sont des citoyens pour le Bénin, parce que le Bénin, la nation a besoin de tous ces citoyens pour sa construction et pour l'avenir. Il y a le dépistage systématique aussi jusqu'au niveau des acteurs, voilà, de l'école, les enseignants, les vendeuses et tous les usagers. Donc c'est assez important. Ce dépistage-là viendra rassurer davantage, et on sait que quand quelqu'un est testé positif, on pourra le retirer, le mettre en quarantaine, lui faire suivre les soins qu'il faut, le remplacer par un autre enseignant. Donc autant de mesures pour rassurer davantage les populations. Je suis sûr que au cours de nos différentes émissions, nous allons revenir sur ces directives de lutte contre le Covid-19 à la rouverture des classes qui prend effet, ce jour, j'y viens. Alors, on rappelle aussi que ce message est signé du directeur de cabinet, monsieur Jean-Benoît Alopon. Alors, nous allons passer à autre thématique sur cette émission, c'est bien sûr... nous allons parler du numérique. Nous allons parler du numérique avec beaucoup de choses qui sont faites dans ce sens-là. Alors, quels sont les acquis pour la transformation du Bénin? C'est ce thème-là, le Bénin, secteur du numérique. Quel acquis pour la transformation du Bénin? Alors, aujourd'hui, on parle de dématérialisation de e-services. Abel Dako, est-ce que cela participe en quelque chose au développement du Bénin? On peut le dire tout de go sans se tromper, parce que vous savez que l'un des axes, l'un des piliers fondamentaux à ce régime-ci et au chef de l'État plus particulièrement, c'est numériser, enfin rendre le Bénin plus numérique que jamais. C'est ainsi que dans le projet, vous pouvez voir qu'il y a un projet important qui porte sur cet axe-là de 2016 à 2021. Ça, c'est un grand projet pour permettre au Bénin de pouvoir se hisser au rang des grandes nations en ce qui concerne la numérisation. Vous savez que aujourd'hui, par rapport au numérique, aujourd'hui, au 21e siècle et en ce 3e millénaire, c'est important que l'on puisse prendre le rendez-vous donc de cette activité-là, parce que c'est très important si on part du principe que nous sommes dans un monde de globalisation et de mondialisation. On ne peut pas continuer à vivre en autarcie. Et toujours, lorsque vous avez besoin d'un acte administratif, il faut vous rendre forcément sur place pour pouvoir le chercher. C'est impossible, on ne peut pas continuer à vivre de cette façon-là. Et c'est à partir donc de ce moment-là de ce constat, que le Bénin a amorcé véritablement sur cette lancée-là pour pouvoir se donner les moyens de pouvoir se rendre véritablement disponible sur cette plateforme-là. Vous l'avez remarqué, parce que ce qui est visible, ce qui est très palpable, c'est que au début, comme plusieurs régimes l'ont fait, c'est que le ministère qui s'occupe de la numérisation était ensemble avec la communication. À un moment donné, le chef de l'État a trouvé que, attention, c'est un domaine assez vaste. Pour qu'on puisse lui consacrer véritablement un ministère, d'où la scission entre les deux ministères. Le ministère de la communication est géré aujourd'hui par quelqu'un d'autre, et celui de la numérisation est géré par une autre ministre, pour permettre à celle-là donc de bien s'occuper et sur
par rapport de bien s'occuper de tout ce qui est numérique, c'est-à-dire pour suivre les directives, ensuite proposer des mesures pour pouvoir faire amorcer véritablement le Bénin sur cette lancée-là. La preuve aujourd'hui, vous pouvez rester chez vous et obtenir un document administratif. Le petit exemple, et c'est comme si vous le saviez, c'est avant-hier, alors que les services fermaient déjà, il y a une collègue très proche qui devrait chercher sa fiche de paye. Alors que nous étions le vendredi, alors parce qu'elle doit constituer un dossier pour les primes de rentrée scolaire 2020-2021 déjà pour pouvoir obtenir ces primes. Donc, parmi les éléments, les documents à fournir, il faut sa fiche de paye datant de moins de 3 mois. Mais déjà, le vendredi, à 21h, elle est sortie et elle est allée pouvoir se faire tirer ces fiches-là parce que elle a ces fiches-là qui sont qu'elle reçoit au fur et à mesure dans sa boîte Gmail et il y a un code qui lui est transmis et elle met le code et elle a sa fiche de paye. Autrefois, c'était pas faisable. L'autre chose, en 2016, alors que moi je devrais chercher, nous étions un peu avant avril, je devrais chercher, non bien avant 2016, 2014 déjà, quand je devrais chercher mon identifiant fiscal, il fallait que je me déplace pour me rendre à l'agence, à la direction qui distribue ces fiches, faire un long rang, etc., etc. Mais vous l'avez remarqué, aujourd'hui, ce n'est plus la peine de se déplacer forcément. Le Béninois qui en manifeste le besoin peut déjà poser sa préoccupation en ligne. Et il peut non seulement, si la fiche n'est pas immédiatement, le numéro, l'identifiant n'est pas immédiatement disponible, c'est un peu comme nous l'avons dans les préfectures, il peut déjà avoir un récépissé, un numéro pouvant lui permettre donc de pouvoir officier avec en attendant que la fiche ne sorte. Je voudrais prendre ces deux exemples là seulement pour montrer à quel point le Bénin a déjà fait, s'il vous plaît, un pas de géant en la matière pour dire que on peut aller autour de la table avec les grandes nations pour parler dans le sens de numérique et de numérisation, si vous voulez. Oui, Stanislas Samoa, aujourd'hui, le Bénin va bientôt disposer, du moins, d'un portail où des citoyens peuvent aller pour demander des services dans plusieurs trucs là, dans plusieurs domaines. Est-ce que ce n'est pas une avancée véritable? Oui, remarquons déjà que depuis 2016, le gouvernement béninois, à travers le ministère du numérique et de la digitalisation, les agences sectorielles et autres, œuvrent pour transformer le Bénin en une plateforme de services numériques au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Alors, les moyens sont mis à contribution. Et Abel l'a rappelé tout à l'heure, fort à propos, parce que il y a eu désormais une scission. La ministre, Madame Aurélie Soulé-Zoumaro, oui, s'occupe du portefeuille du numérique et de la digitalisation. Vous savez que le numérique et la digitalisation... Alain s'occupe de la communication et de la poste. Voilà. En ce qui concerne le numérique et la digitalisation, il y a que c'est un secteur non seulement très, très grand, et très diversifié, mais c'est un secteur actuel et d'avenir. Justement. Tout ce qu'on fait aujourd'hui participe directement ou indirectement au numérique et à la digitalisation. En une journée, le flux que draine le numérique et la digitalisation dans le monde est immense. Chacun de nous est sur Internet, chacun de nous fait une transaction via le numérique. Et donc, le numérique a intégré les habitudes. Et quand vous avez un État qui ne pense pas fonctionner avec le numérique, c'est qu'il n'est pas en adéquation avec son époque. Raison pour laquelle il y a cela. Et tous les services numériques, il y a plusieurs exemples qu'on pourrait donner. E-Visa, il y en a tellement. E-Visa, voilà, il y en a tellement. Il y a que le secteur du numérique. De certaines factures. Voilà, c'est ça. J'ai eu à suivre, et c'était quand même assez intéressant, l'entretien accordé par Madame le ministre au détour du bilan fait au niveau de son portefeuille ministériel, après les 4 ans de la session au pouvoir du président de la République, où elle a dit quelque chose qui m'a marqué. Elle dit que le numérique est un secteur transversal. Et elle a donné l'exemple de l'agriculture, par exemple, l'exemple de l'économie. Elle disait qu'il y a, par exemple, qu'au niveau même du secteur de la santé, le numérique intervient. Et en donnant des exemples, elle dit que quand vous voulez obtenir
je me rappelle plus du thème technique qu'elle a employé. En tout cas, quand on veut avoir une idée de l'état sanitaire d'une personne et que vous êtes à Cotonou, au CNHU par exemple, la personne est à Tukuntu, non, vous n'avez pas forcément besoin de faire le voyage aller-retour. Il suffit justement d'avoir les coordonnées là-bas, de faire le scannage, d'envoyer ça par mail ou par le moyen électronique approprié pour que déjà là-bas on puisse avoir une idée de ce qu'on veut et essayer de donner les directives pour lui administrer les soins qu'il faut. Alors qu'avant, si ce n'était pas le numérique, il fallait d'abord laisser peut-être le malade qui a des risques de passer de vie à trépas. On le laisse là, on va chercher le document qui est peut-être à 1000 km d'ici et revenir. En faisant tout cela, il pourrait trépasser. Et donc, tout cela fait qu'aujourd'hui, le numérique, c'est assez important. Imaginez, pour nous qui avons des smartphones et qui l'utilisons à longueur de journée, à longueur de temps, aujourd'hui, quand vous avez besoin d'un document, vous quittez la maison, vous n'avez pas forcément, vous n'êtes plus forcément tenu de retourner chez vous à la maison. Vous appelez madame, il y a tel document, envoie-moi ça. Mais elle vous fait la photo, elle vous l'envoie par WhatsApp. Elle peut le scanner. Voilà, elle peut scanner et vous l'envoyez. En moins d'1 minute, vous avez le document. Ça vous fait gagner en temps d'abord, parce que vous êtes au boulot, vous ne pouvez pas quitter n'importe comment sans autorisation préalable. Justement. Ça vous fait gagner en argent, parce que si vous devez retourner à la maison et revenir, c'est double dépense, tout ça a un coût. Et ça vous fait gagner en bénéfice, c'est-à-dire que tout le temps que vous aurez pu perdre, parce que dans l'administration, vous demandez une autorisation qu'on vous l'accorde d'abord avant que vous ne descendiez à la maison, tout ce temps-là, vous mettez à profit pour être rentable dans votre entreprise. Je crois que c'est un secteur assez vital, assez bénéfique aujourd'hui, et tous les services qu'on nous propose, quand vous voyez un peu, il a parlé de l'identifiant fiscal unique, il y a même au niveau de la direction des impôts, il y a des taxes qu'on paye aujourd'hui par via le numérique. On n'a plus besoin forcément de se déplacer. Il y a des taxes liées aux véhicules qu'on paye maintenant via Internet. Aujourd'hui, pour recharger son compteur. Pour recharger son compteur aujourd'hui, voilà, pour la société béninoise d'énergie électrique, il y a des services maintenant via votre téléphone portable, vous rechargez à distance. Moi, je ne me rappelle plus combien de temps, et ça c'est sincère, combien de temps j'ai encore été à la SBE, à un guichet pour faire le rang. Honnêtement, je le fais toujours via mon téléphone portable. Et c'est ça les avantages du numérique. C'est pratique et c'est assez rapide. Donc, tous ces services-là, ces e-services-là, qui se sont accommodés au numérique, c'est assez important. Et l'autre chose qu'il faut dire dans ce domaine, c'est que ce sont des secteurs qui créent de l'emploi. On n'a pas idée de combien de jeunes aujourd'hui qui, avec ces technologies-là, se font de l'argent, en tout cas se mettent à l'aise avec ça. Parce que dernièrement, c'est cette décennie, 2010-2020, beaucoup de jeunes s'investissent dans ce domaine-là. Ils sont derrière leur clavier, ils travaillent, et il y a même des créations d'entreprises. Vous voyez des entreprises en ligne qui offrent des services en ligne. On vous dit par exemple, restez chez vous, on va vous apporter tel ou tel service. Donc via Internet, tout se règle pratiquement. Vous faites bien de préciser ces services-là que ces jeunes peuvent faire derrière leur clavier. Des services normaux et légaux. On va aborder cet aspect. On va aborder le volet sécurité. Je sais là vous allez. C'est ça. Donc, alors autant d'aspects qui montrent que le numérique aujourd'hui, le Bénin a bien fait de se mettre dans cette danse. Vivement que cela continue et que chacun de nous puisse véritablement s'adapter. Voilà. D'accord, c'est vrai. Il y a un aspect important, il faut parler aussi de couverture, parce que pour faire tous ces travaux-là, on a besoin de l'Internet, mais certains se disent que ce n'est pas seulement Cotonou, Parakou ou ces grandes villes-là, qu'il faut que tous les Béninois ou qu'ils se situent puissent bénéficier de ces services-là, mais quand même, il y a parfois ce qu'on appelle salle numérique et des points numériques communautaires, PNC. Est-ce que vous pensez que ça apporte quelque chose à ces gens-là qui vivent dans ces localités-là? Forcément, ça apporte grande chose. Je ne vais pas dire quelque chose, mais ça apporte grande chose à ces citoyens qui vivent dans ces coins du pays. Permettez-moi l'expression. Aujourd'hui, nul ne peut se dire, en tout cas s'il se trouve sur le territoire béninois, se dire que il a encore véritablement. Il y a des contents qui arrivent, même à Cotonou, nous en souffrons parfois. Vous avez la connexion qui bug dangereusement, mais après
ça se normalise. C'est normal à tous les pays au monde parce que il s'agit de création humaine ici et donc par moment. Et même ça dépend, ça ne dépend pas forcément des concepteurs. Nous sommes en train de parler de choses qui se font à distance. Nous sommes en train de parler d'un certain nombre d'aspects qui entrent en ligne de compte donc de ces services-là. À partir de ce moment, lorsque vous n'êtes pas à Cotonou, lorsque vous habitez, et l'exemple qu'il a donné en dit long, aujourd'hui, si vous êtes au fin fond du Bénin, je voudrais dire simplement, lorsque vous êtes à Tukuntuna, vous n'êtes pas obligé de venir à Cotonou, ou encore vous n'êtes pas obligé d'envoyer un diagnostic qui a été prononcé par un médecin spécialiste via un bus ou un moyen de transport qui, sans nul doute, lorsque vous allez poster votre message à 6h30 du matin, on va le recevoir à 16h, 17h, voire 18h ici, et ça dépendra de l'état donc du bus, parce qu'on ne peut plus parler de l'état de la voie aujourd'hui. C'est un acquis. On ne peut pas parler également donc de ce que il y a d'embouteillage, etc. C'est l'un qui implique l'autre, et donc ça dépendra forcément de combien de fois le chauffeur fera d'arrêt, etc., et donc de l'état du bus. À partir de ce moment, aujourd'hui, vous l'avez dit, on peut envoyer un diagnostic très rapidement. Vous le faites aussitôt, votre interlocuteur, votre correspondant, le reçoit en même temps et de façon claire, parce que ça doit être forcément lisible. Il pourra s'y pencher et vous faire la lecture qu'il faut et appliquer le traitement convenable. Et à partir de ce moment, donc, il vous suffit d'avoir les moyens nécessaires. Attention, car lorsque vous écoutez la plupart des Africains, lorsque vous écoutez la plupart des Béninois, on dit je n'ai pas accès à Internet. Est-ce que vous avez le moyen véritable pour pouvoir avoir accès convenablement à Internet? Ça, c'est la grosse interrogation. Je voudrais parler ici de moyens. Est-ce que vous avez un ordinateur qui est en bon état? Quand je dis bon état, ce n'est pas forcément un ordinateur neuf. Est-ce que vous avez un appareil, un smartphone? Pas forcément un smartphone, parce que aussi il y a une certaine capacité pour que vous puissiez avoir accès à Internet, à une connexion fluide. Lorsque ces moyens ne sont pas réunis en amont, ne vous attendez pas en aval d'obtenir une connexion comme cela se doit, et ne pas vous mettre forcément à incriminer un gouvernement comme quoi tout le monde n'a pas accès à Internet, à la connexion, etc., etc. Il faut forcément faire un certain nombre d'efforts pour que lorsque vous vous trouvez à un point X sur le territoire national, vous pourrez bénéficier donc de ces services-là. Ça, moi, avec les salles numériques et les points numériques communautaires, communément appelés PNC, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'Internet pour tous? Oui, on peut parler d'Internet pour tous qui est, en tout cas, l'État est en train de mettre les moyens pour que cela soit une réalité, parce que vous savez que le raccordement du réseau Internet, c'est quand même un travail, la ministre l'a dit, c'est un travail qui se poursuit, et donc ce n'est pas forcément gagné du jour au lendemain. Mais avant de poursuivre par rapport aux classes numériques, j'aimerais donner un petit exemple concernant le côté santé. Oui. Il y a que, même aujourd'hui, vous pouvez rester au Bénin, quand il y a une analyse qui est faite de votre état sanitaire, vous restez au Bénin, vous avez un autre médecin aux États-Unis, par exemple, vous voulez lui faire parvenir ce bilan-là, vous le faxez, vous lui envoyez cela, et il vous donne son avis par rapport à ça. Vous n'avez plus besoin de chercher l'argent, le billet d'avion, le visa, aller aux États-Unis et revenir. Ça veut dire que ce qui vaut pour le Bénin, vaut pour le monde entier également. Le numérique fait du monde, comme on le dit, un village planétaire. Tout se fait en un temps record. C'est très important. Et quand vous évaluez le bénéfice que cela engrange, le bénéfice que ça vous fait, c'est énorme. Anciennement, on pourrait demander, quand il y a un membre d'une famille qui est dans un état sanitaire dégradant, on peut demander à chacun des membres de faire des cotisations, voilà, de souscrire, on va l'évacuer et tout ça. Mais quand on sait qu'on peut avoir un diagnostic d'expert, un avis d'expert à l'étranger, mais il suffit juste de faxer, d'envoyer, la personne donne son avis. Si on peut faire le traitement sur place, on le fait. Au-delà même, il y a la télémédecine aujourd'hui. Voilà, il y a la télémédecine aujourd'hui. Donc, il y a tous ces aspects. Maintenant, pour les classes numériques, vous savez que les classes numériques, il y a une phase d'expérimentation parce que nous, par exemple, on n'a pas fait les classes numériques. Ça ne veut pas dire qu'on est si vieux que ça. C'est une question de temps. Voilà, c'est une question de temps. Les plus jeunes sont déjà très tôt initiés. Voilà, ils sont très tôt initiés aujourd'hui. C'est quand même bénéfique et ça leur facilite la tâche parce que je
je sais qu'au niveau des classes numériques, ça facilite les recherches aussi. Et maintenant, là, c'est un usage avec conscience parce que au niveau des recherches, quand vous allez sur Internet, Internet ne vous propose que ce que vous lui demandez. Donc, justement, quand vous faites des recherches dans un mauvais sens qui va à l'encontre de votre avenir, il ne vous donnera que des réponses que vous voulez. Donc, il faut que les apprenants aussi fassent des recherches qui entrent en ligne de compte dans l'amélioration de leur savoir. Donc, les classes numériques viennent pour adapter déjà les enfants aux nouvelles technologies, au numérique et à la digitalisation, et pour leur permettre d'apprendre par là, parce que on n'apprend pas que dans les cahiers, dans les livres, au niveau du savoir dispensé par les enseignants, on apprend également au niveau des classes numériques. Et quand on parle du numérique, c'est que vous pouvez rester par exemple via Internet chez vous et apprendre. C'est ce que, par exemple, l'État a préconisé au niveau de la reprise des classes, et ça revient encore, c'est ce que l'État a préconisé au niveau des universités publiques, par exemple, que via Internet, qu'on puisse dispenser les cours. Vous voyez à quel point le numérique, l'Internet est bénéfique. Donc, autant de choses qui vont améliorer quand même ce domaine. D'accord. C'est vrai, il y a tellement d'exemples à donner, mais je vais prendre juste un aspect par rapport aux services qu'on peut avoir dans l'administration publique. Est-ce qu'on peut dire que cela a un peu fait un bond, a permis, d'accord, au Bénin de faire un bond en matière de lutte contre la corruption? Forcément, c'est pas un bon, c'est un bon significatif en matière de lutte contre la corruption parce que vous n'avez plus forcément physiquement devant vous celui à qui vous rendez service. Si déjà en 1976, Jean Pliat évoquait cet aspect-là à travers sa pièce de théâtre, la secrétaire particulière de Jean Pliat, où on peut vous faire aller paître pendant longtemps avant de vous octroyer un simple document. Et là encore, c'est le gardien qui, dans un français très approximatif, va vous souffler que, attention, vous n'avez pas compris ce qu'on attend de vous, et c'est lorsque vous le faites que finalement vous avez accès à votre document qu'il vous souvienne. Donc cet ancien militaire qui est venu chercher pendant longtemps le jugement supplétif de son enfant. Et donc ce problème-là est plus ou moins résolu aujourd'hui, lorsque déjà depuis votre maison, avec les hommes que j'ai donnés pour cette collègue-là, vous imaginez si tous les enseignants doivent aller chercher leur fiche de paie comme ça se faisait autrefois physiquement, c'est qu'il y aura un rang significatif, et dans ce rang là ça va être une affaire de connaissance parce que c'est un ami, c'est quelqu'un qui est de ma promotion, parce que le mot promotionnaire n'existe pas, et donc c'est quelqu'un qui est de ma promotion et aujourd'hui se trouve dans ce service, et toi tu viens alors que les autres sont là depuis 4 heures du matin dans un fil, dans un long rang, pardon. Toi tu viens, tu dépasses tout le monde, tu vas chercher ta fiche, tu sors. C'est frustrant et ça met très mal à l'aise. Aujourd'hui, personne ne peut être frustré par rapport à cette situation. Donc vous restez à la maison, vous avez le document qu'il vous faut. Donc deuxièmement, c'est que attention, on parle de 230 services au moins pour le Bénin déjà digitalisés. Vous pouvez déjà rester chez vous et demander des services via vous pouvez déjà demander des services par rapport à ces directions là qui sont sous tutelle de tel ministère ou tel autre. À partir de ce moment, on comprend assez aisément que le Béninois n'a plus forcément besoin de se déplacer, et du coup ça va limiter donc les problèmes en matière de corruption, etc., de copinage, d'affinité, etc. Forcément, ça vient résoudre un problème auquel le Bénin était foncièrement confronté. D'accord. Ça permet au Bénin de lutter contre la corruption en quelque chose, mais aussi de faire de l'économie. Ça permet à l'État de faire de l'économie. Je prends un seul exemple. L'impression des fiches de paie. Regardez combien de fonctionnaires nous avons au Bénin. S'il faut que l'État imprime ces fiches-là chaque mois, et c'est encore en couleur, regardez ce que ça pourrait faire en matière de coûts. Et aujourd'hui, c'est des tas de paperasses qu'il y a dans l'administration. Avec le numérique aujourd'hui, on n'est plus à cette étape-là. Oui, avec le numérique, on a dépassé cette étape. Quand vous parlez de fonctionnels, ça me rappelle un travail que j'ai fait en 2018 au profit du ministère du Travail et de la fonction publique, où la ministre, Madame Adidiatou Matis, elle disait que cela vient régler beaucoup de problèmes en fait. Non seulement ça évite le contact physique, vous savez que quand il y a contact physique, il y a possibilité de corrompre, voilà, d'être corrompu ou corrupteur,
Et elle dit que ça vient, et elle a un peu le mot dématérialisation. C'est-à-dire que c'est très important aujourd'hui. C'est le lexique approprié. Voilà, c'est le lexique approprié. Il y a la dématérialisation des services aujourd'hui. On n'est plus obligé d'entasser les papiers, de passer de bureau en bureau. Il y a des plateformes aujourd'hui qui existent où vous vous inscrivez, où vous accédez à tel ou tel service. C'est très important. Cela vient faciliter beaucoup de choses. On gagne en temps et on gagne aussi, on n'est plus obligé d'avoir le contact physique, surtout par ces temps de Covid-19, quand justement, ça passe rapidement. Mais cela vient conforter justement tout ce travail-là qui a été fait en amont. Imaginez si pour tous les services dans l'administration, on est obligé d'aller au contact des gens par ce temps spécial où on demande qu'on reste plus ou moins à l'écart. Vous voyez ce que ça fait. Donc, je crois que le numérique vient régler tout un tas de problèmes. Le numérique est un domaine transversal, que ce soit dans l'agriculture, dans l'économie, dans la santé, dans tous les secteurs. C'est un domaine, un pilier assez important au service du développement. Alors, on va parler maintenant de la garantie sécuritaire, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du numérique, Internet, il faut aller faire tout à travers le net, mais qu'en est-il du côté sécurité? Mais on peut dire que le Bénin a fait des avancées, parce qu'en Afrique, le Bénin est 8e en matière de sécurité, en matière de cybersécurité. Oui, vous savez qu'avec le numérique, la digitalisation, il y a des thèmes ou des terminologies auxquelles nous sommes habitués depuis peu. Il y a le cyberespace, déjà, le cyberespace. Il y a la cybersécurité. Ça veut dire que dans cet espace là où il y a le numérique, tout va très très vite. Il faut essayer d'assurer la sécurité. Parce que vous savez que quand il y a une technologie, il y a toujours des gens qui pensent contourner cette technologie-là. Donc, c'est pour ça qu'on parle de cybercriminels. Parce que ce sont des gens qui commettent le crime à travers ce cyberespace-là. Voilà. Et donc, il faut dire que le Bénin est en train de faire un travail quand même assez intéressant sur la question, parce que le numérique est un domaine où ça va très vite. Et quand vous êtes un peu analphabète de ce domaine, on peut vous tromper assez facilement. Vous voyez? Et il y a que même au niveau de nous qui sommes, disons, intellectuels, entre guillemets, il y a que on a des informations sur lesquelles on s'interroge. Parce que vous voyez des choses qui sont tellement vraisemblables que vous n'arrivez pas à douter de l'authenticité. Mais alors, quelques minutes après, la personne monte au créneau pour vous dire telle chose que vous avez vu avec ma photo, avec ma signature, ce n'est pas moi. Ça veut dire que autant le numérique est une bonne chose, autant c'est un monde assez merveilleux, autant il faut faire beaucoup attention par rapport à tout ce qui nous parvient, par rapport à tout ce qui est publié. Et donc, chaque médaille a ses revers. Ah oui, chaque médaille a ses revers, vous le dites si bien. Et donc, c'est un domaine où il faut faire très attention. Quand on ne maîtrise pas quelque chose, il faut être sur ses gardes. Et donc, le Bénin fait des efforts pour que l'espace soit davantage sécurisé. Et il y a des messages d'alerte également sur Internet. Quand vous voyez une information, vous avez déjà le protocole pour la vérifier, pour voir si l'information vient de l'auteur lui-même. Et quand c'est une personnalité qui est concernée, si vous avez le contact téléphonique ou bien des gens qui peuvent contacter cette personnalité-là, vous pouvez essayer de la joindre pour voir si réellement ça vient. Parce que une fausse manipulation, ce que les gens ne savent pas souvent, et on fait bien parce que le code du numérique, ainsi les réminiscences sont bonnes, adopté en 2015, ici au Bénin, le code du numérique vient régler tous ces problèmes-là. Il faut que désormais ça cesse. On ne peut pas avoir quelqu'un qui est bien portant vivant et qu'on trouve sa photo sur Internet, sur une tombe, on met rest in peace, alors que la personne est bien vivante. Donc je crois que toutes ces petites déviances-là sont réglementées par le code du numérique, et la manipulation de fausses informations, quand vous n'êtes pas sûr et que l'information est fausse et que vous la publiez même dans un autre groupe, on peut vous poursuivre parce que vous avez publié de fausses informations. Donc, autant de choses qu'il faut déjà maîtriser par rapport à nous-mêmes, et le reste se fera. Voilà. Oui, d'accord. En la matière, le Bénin a mis les moyens qu'il faut pour mieux se hisser à ce rang-là. Parce que vous savez déjà,
en 2014, quand nous on officiait au sein d'une structure qui se charge de lutte contre la dépravation des mœurs et la cybercriminalité, nous avons reçu pour le compte d'une émission des spécialistes, des hommes en uniforme, spécialistes donc de ces questions-là. Pour vous dire donc, comme je le disais, c'est si transversal que le Bénin a mis les garde-fous, hormis donc cette loi sur la numérisation, c'est bien avant, il y a la brigade qui s'occupe donc de ces faits-là, qui ne travaille que dans ce domaine-là, une brigade qui peut traquer les cybercriminels jusque dans leur dernière, dans leur trou pour aller les chercher, alors que ceux-là, ils sont restés derrière leur clavier dans une maison quelque part pour faire... Parce que il y a donc des flux qu'il faut suivre pour pouvoir remonter, les pister, etc., etc. Pour vous dire donc, chaque Béninois, chaque citoyen a juste le devoir, l'obligeance de pouvoir savoir se comporter sur Internet. Parce que si dans la vie réelle, si physiquement nous devons bien nous comporter pour ne pas tomber dans les travers de la société, derrière nos claviers, nous devons bien nous comporter également. Parce que aujourd'hui, à la moindre incartade, on peut aller vous chercher où que vous soyez, où que vous vous trouvez pour faire ces bêtises-là derrière vos claviers. D'accord, c'est vrai que j'ai parlé tout à l'heure du portail national du service public au Bénin. Ça a été lancé en mars 2020. C'est vrai que par rapport à ça aussi, pour demander ces services, il faut avoir la connexion Internet. Et je crois quand on lit avec attention le rapport de l'ARCEP, rapport 2019, je crois que le coût de l'Internet a été revu à la baisse, parce que on voit le mégaoctet qui est allé de 2 francs à 0,9 francs. Et avec 1 gigaoctet est à 900 francs. Est-ce que ce n'est pas pour permettre à ces Béninois-là d'aller vers Internet de façon très facile et à moins de coût? Oui, ça me rappelle, je crois, une parenthèse de 2018 ou 2019 où avec la tarification des coûts de l'Internet, il y avait eu un tollé sur Internet où les mots avaient été, en tout cas les coûts des mots avaient été élevés. Et voilà, il y a eu une levée de bouclier sur Internet. Ça avait été revu dans la foulée. Je crois que depuis lors, ce n'est plus monté, c'est quand même stabilisé. Je crois que, vous savez, ça fait partie des nouveaux services qui naissent aujourd'hui. Et donc, forcément, il y a des bouleversements dans les habitudes. Donc, il y a que nous devons nous adapter. Et dans cette adaptation-là, même si on mettait, je donne un exemple comme ça, même si on mettait le forfait Internet de tous les réseaux, pour ne pas faire de la publicité de tous les réseaux, le forfait de 500 à 100 francs, il y aura des Béninois qui vous diront qu'ils n'ont pas les 100 francs pour faire ce forfait Internet de 500. Ça veut dire que... De 100 francs, vous voudrez dire? Oui, ça veut dire que toute technologie, toute modernisation, toute avancée a forcément un coût. On ne peut pas, la belle preuve, aujourd'hui nous y sommes tellement habitués que quand le forfait s'épuise, imaginez avec quel désarroi on constate l'épuisement du forfait. Parce qu'on se dit, ouh là là, je ne suis plus connecté au reste du monde. J'ai des messages qui doivent arriver. Qu'est-ce que je suis en train de rater? Donc, c'est tellement ancré dans les habitudes que c'est devenu peut-être de l'opium pour certains, parce que c'est ça, une addiction. C'est une addiction, merci, parce qu'on vit de ça, on n'arrive pas à s'en départir. Il y a des gens qui sautent du lit le matin, le premier outil qu'ils attrapent, c'est le téléphone portable. Non, mais permettez-moi... Même avant de dormir. Vous dites sauter du lit, non. Lorsque, entre 1 heure, 2 heures, ils vont faire un besoin, le réflexe... Et quand on revient, c'est son GSM. Malheureusement ou heureusement, c'est ça. Le temps du sommeil en prend véritablement un coup. C'est si ancré dans les habitudes que malheureusement ça se passe ainsi. C'est ça. Il y a même des gens qui sont pris par le sommeil, le téléphone en main. Ils naviguent, ils sont là, et puis ils sont emportés par le sommeil, vous voyez le téléphone en main. Donc, il y a aussi ces petits détails-là. Voilà. C'est vrai que c'est un thème assez pointu, un thème
assez passionnant aussi. On aurait voulu aller plus loin, mais contrainte de temps oblige. C'est vrai, il faut dire que le Bénin a fait de gros efforts en matière de numérique au Bénin. Aujourd'hui, nous occupons une place de choix en Afrique de l'Ouest et c'est ça qui est bien. Et quand on prend le rapport de l'ARCEP, rapport 2019, il y a une réduction d'environ 55% du coût d'Internet. Et je crois que tout cela est à l'actif des Béninois qui pourront aller vers Internet, demander des services en ligne et tout ça pour gagner en temps et en argent. Ce sera tout pour cette causerie que je vous remercie d'avoir suivi.